Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Quand on se prend par les bras, qu'on va dans le Jura, on voit la vie en jaune. Et oui, en jaune, parce que cette semaine, enfin plutôt le week-end dernier, se tenait à Lons-le-Saunier, qui est le chef-lieu du département du Jura, la percée du vin jaune, un événement qui est la fête des vins du Jura et particulièrement du vin jaune. Quand je parle de vin jaune, moi qui suis d'origine jurassienne, souvent je vois des visages épanouis, certes, par l'idée, mais complètement incrédules. On ne sait pas ce que c'est que le vin jaune. Alors, j'ai pensé qu'avant de parler de la percée du vin jaune, fallait faire le point et dire le vin jaune, c'est quoi ? Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Pour faire bien, pour faire chic, pour faire riche, ce matin, je me suis adressé à un grand spécialiste du vin jaune du Jura. Alors, je dis du Jura parce que c'est un peu un pléonasme. Le vin jaune, c'est que dans le Jura. C'est Philippe Troussard, qui est meilleur ouvrier de France sommelier à Arbois. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce dimanche matin de bon pied, bon oeil pour répondre à mes questions sur le vin jaune. Alors, le vin jaune, c'est un monde à lui tout seul. Il faut savoir que le vin jaune, c'est la particularité des vins du Jura, déjà. C'est évidemment la particularité des vins, on va dire, typés, micro-oxydatifs jurassiens, qui font la renommée finalement en fait du vignoble jurassien depuis un peu plus de 3 siècles maintenant, faut le dire, c'est vrai. Alors souvent quand je sers du vin jaune, parce que moi j'adore ça, les gens, avant de le sentir, ils voient la teinte, ce jaune profond qui peut devenir très ambré quand les vins sont vieux, parce que le vin jaune, on va l'expliquer, c'est un vin qui peut vieillir très très longtemps, et donc ils ont souvent des références de vins liquoreux, parce que ces robes foncées, ces robes profondes, elles sont souvent celles des vins liquoreux, alors que le vin jaune, c'est sec, super sec même. Exactement. Vincent, ce qui est extrêmement important à saisir, déjà d'une part évidemment, et surtout à ne pas confondre, c'est évidemment donc la différence qui réside entre le vin jaune, qui lui est un vin blanc sec, typé oxydatif. On va expliquer ce que c'est. Les gens disent souvent, voilà. Ça a un goût de vin cuit ou le rancio, etc. On expliquera. Mais donc, quand on dit c'est sec, ça veut dire que c'est pas du tout liquoreux, quoi. C'est le contraire. Exactement. C'est la vraie différence entre le vin de paille, qui lui est un vin sucré et liquoreux, et le vin jaune, qui est un vin blanc sec. Oui, voilà. Qui est un vin blanc sec, et pourtant cette robe, elle est incroyable. C'est vrai qu'elle évoque souvent des vins liquoreux. Quand on dit vin blanc sec, je dirais même parfois extrêmement sec, voire même acidulé. Enfin, je veux dire acide. Il y a beaucoup d'acidité, par exemple dans les crus de Château Chalon. C'est même l'acidité qui peut permettre de vieillir quand il n'y a pas de sucre. Mais bien sûr, ça fait partie des facteurs principaux, notamment pour le vieillissement. Et il faut savoir que le vin jaune est élaboré à partir d'un cépage unique et autochtone jurassien qui s'appelle le savagnin, qui lui, en fait, au départ, a une structure acide et des pH qui sont très bas et qui permettent, en fait, de la résistance à l'oxygène au contact de l'air pendant le vieillissement. Donc, ce qui donne des vins secs et acidulés, évidemment. Alors, vous dites micro-oxydatif, j'aime bien ce terme. On dit souvent oxydation maîtrisée, parce que c'est un peu l'idée. Parce que dans la plupart des vignobles qui produisent des vins blancs, des vins blancs de cépage rouge ou rosé, ou le plus généralement de cépage blanc, de cépage jaune, on dit que l'oxydation est une erreur, est une faute, et qu'on la traque, cette oxydation, on en a peur. Bien sûr, d'ailleurs, on le dit souvent, on a un vignoble voisin, parce que maintenant on parle de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Bien sûr. Nos voisins les Bourguignons disent que l'air est bien l'ennemi du vin, alors que chez nous, les vignerons jurassiens considèrent l'oxygène comme l'ami du vin, puisque nous, on s'en sert volontairement pour pouvoir justement laisser vieillir les vins au contact de l'air. Ça fait partie des secrets du vin jaune. Et pourquoi est-ce que quand les gens goûtent la première fois, d'abord ils sont étonnés en général, déjà au nez, pourquoi est-ce qu'ils disent souvent ah oui, c'est du vin cuit? Qu'est-ce qui leur fait penser que c'est du vin cuit?
Parce que c'est vrai que dans ce qu'on appelle les vins cuits, au préalable, on faisait effectivement cuire des vins avec une base de macération d'épices. Oui. Ce qu'on a su faire notamment avant, par exemple, avant que l'appellation d'origine Macvin existe, c'était exactement ce que l'on faisait. Mais objectivement, ça développe des arômes qui ressemblent aux vins cuits, c'est-à-dire que on a des arômes d'épices extrêmement fortes et intenses, qu'on peut nommer comme le clou de girofle, qu'on peut nommer comme des épices aussi originaires du Moyen-Orient, et le curry, safran, évidemment, et puis aussi les arômes de fruits secs, les arômes de pruneaux, les arômes d'orange amère, ça fait partie aussi intégrante en fait de la complexité du vin jaune, donc ça peut être logique que le consommateur s'apparente aromatiquement à ce style de vin. Mais ce qui domine, Philippe, c'est quand même la noix, hein, c'est ce qui vient en premier en général. Exactement, ce qu'on appelle en fait les deux arômes marqueurs, c'est la noix et le curry. En fait, il y a un lien bien direct à ces deux arômes, vraiment typiques et entêtants. C'est tout simplement quand le vin vieillit au contact de l'air, il y a un phénomène qui opère, c'est-à-dire qu'il y a un voile qui se forme à la surface du vin, et dans ce voile est contenue une lactone qui s'appelle le sotolon. Et cette lactone en particulier développe ces arômes-là. Ce n'est pas bien le savagnin qui a ce goût-là. C'est bien cette lactone qui donne ce goût de noix et d'épices au vin jaune. Quand vous dites une lactone, c'est une molécule aromatique, en quelque sorte, qui se dégage de ce voile de levure. Exactement, tout à fait. Mais alors, il n'y a pas que dans le savagnin. On compare souvent les vins jaunes jurassiens, par exemple, à des sherry. Enfin, le Jerez sec, hein, certains Jerez oxydatifs sont assez proches dans leur aromatique. Exactement, parce qu'en fait, c'est le même process. Hein. Ils utilisent le mot plutôt flore que le mot voile, mais ils utilisent effectivement le même process, c'est-à-dire ils utilisent les élevages au contact de l'air pour obtenir en fait des vins qui soient typés oxydatifs en lien tout simplement avec cette aromatique, et le sotolon est bien présent dans les vins de Jerez évidemment. Il faut savoir qu'aussi que dans certains vieux sauternes, il y a aussi les arômes de sotolon, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette tendance d'arôme de curry, moins de noix mais plutôt de curry dans les vieux sauternes. Dans les tokaïs hongrois aussi, on peut les apparenter à cet arôme-là. D'accord. Et évidemment, où c'est le plus présent, d'une manière ou d'une autre, ça se compte en milligrammes par litre, c'est bien le vin jaune dans le Jura. Bon, mais c'est pas du savagnin qu'il y a en Andalousie, on est d'accord? Hein, on est bien d'accord, c'est plutôt le cépage Palomino Fino en Andalousie. Mais ça marche aussi. C'est un autre style. Ça marche aussi, effectivement, avec un autre process tout de même si le décret d'appellation d'ailleurs a tout fraîchement changé en milieu d'année l'année dernière, où on peut faire maintenant des Jerez non mutés, mais il faut savoir que jusque-là, la plus grande différence qui existait entre les Jerez et le vin jaune, c'est que le vin jaune est élaboré sous voile de façon naturelle sans être muté pendant l'élevage, parce que quand on parle de mutage, c'est-à-dire qu'on ajoute un alcool vinique, c'est ce qui est le cas pour le Jerez en soi. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur des vins fortifiés avec des degrés alcooliques beaucoup plus puissants que le vin jaune. Alors, vous êtes, je le disais, vous êtes propriétaire d'un établissement à Arbois, qui est un des crus magnifiques de ces vins du Jura. Troussard, d'ailleurs, j'y pensais en écrivant votre nom, je me dis c'est quand même extraordinaire d'être sommelier jurassien et d'avoir dans son nom les deux cépages rouges principaux, le Trousseau et le Poulsard, et d'en avoir fait le Troussard. En quelque sorte, vous étiez prédestiné. Prédestiné à m'installer dans la capitale des vins du Jura qui est Arbois, et de plus effectivement en lien avec mon nom de famille qui est un assemblage de Trousseau et de Poulsard. C'est ça, un blend. Je crois que normalement, oui, j'avais pas besoin de conseils d'orientation pour savoir ce que je devais faire plus tard, c'est sûr. Alors moi j'ai une question qui pourrait fâcher les Jurassiens, c'est pourquoi ce vin qui était considéré au 19e siècle et même avant comme un des plus grands vins du monde a eu tellement de mal à subsister et retrouve un peu de ses lettres de noblesse aujourd'hui, mais en définitive, les gens sont très déroutés par son goût, alors que cette oxydation maîtrisée, elle plaisait énormément il y a 100 ans. Mais exactement, et il faut savoir que d'ailleurs, un des princes des gastronomes, Kurnonski, le citait il y a un peu plus de 2 siècles en arrière comme l'un des 5 plus grands vins blancs au monde de cette planète, évidemment. Et aujourd'hui, je crois que du fait que certains vignerons locomotives ont permis de remanier la biodynamie, remanier le vignoble sur une autre facette, le globe entier s'intéresse enfin de façon un petit peu plus précieuse aux vins jurassiens et surtout aux vins typés oxydatifs. D'accord. Donc c'est
c'est une évidence aujourd'hui que, par exemple, un client qui passe ici au Caudalie au restaurant décide de découvrir d'une manière ou d'une autre le vin jaune, soit en format accord mets et vin, Oui. ou ne serait-ce que de toucher des lèvres un vin jaune un peu évolué, parce que j'ai pris en fait l'initiative de développer plus de 10 vins jaunes au verre aujourd'hui au restaurant, en découvrant Génial. plusieurs appellations géographiques. Et on nous dit toujours que le vin jaune vieillit, mais on n'en a toujours que la promesse, et finalement l'objectif c'était aussi de mettre Eh ben oui. à disposition des vins jaunes avec de l'évolution. Ah oui. J'ai par exemple des Étoiles 96, des Château Chalon 2011. Bon, bref, Formidable. on se fait plaisir de ce format-là, et évidemment ça fait partie des vins qui sont certes caractériels au niveau aromatique, qui peuvent immédiatement déplaire ou qui peuvent immédiatement plaire. C'est une évidence, parce qu'il y a une puissance et une complexité qui est hors du commun. C'est pas l'un des plus grands vins du monde, encore une fois je le répète, pour rien. Mais objectivement, il faut prendre du temps et il faut être patient à l'apprivoiser. C'est plus facile si on a démarré tôt, hein. Si on est confronté, ou plutôt si on l'a apprivoisé étant jeune, c'est-à-dire si ça fait partie de votre palette aromatique, votre palette mentale. Évidemment, c'est sûr que si on est quand même malgré tout déjà baigné dans le secteur, dans le berceau du vin jaune, c'est tout de suite bien plus simple. Bien que, Vincent, petit indice, j'ai des clients qui sont même nés dans le Jura et même nés en Arbois, et qui détestent le vin jaune, et qui c'est détestent pas les possible. oxydatifs. C'est pas possible. Oui, ça existe quand même. Promis, ça existe. Et ça sent les engueulades quand on était gosse parce qu'on a touché la bouteille, on a touché le clavelin. Ça doit être ça l'histoire. Merci Certainement, beaucoup. à mon avis, effectivement, c'est ça. Merci Philippe Troussard. Je vous souhaite un bon dimanche. Et si on est dans les parages d'Arbois, on passera chez Caudalie. Vous écoutez parler plus longuement de vin jaune et de vos vins jaunes, surtout. Hein, bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous, et soyez convaincus des vins du Jura. Allez, merci. On va se retrouver dans une minute avec la percée du vin jaune, cet événement incroyable. Vous verrez, on n'a pas fini d'en parler. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, retour dans cette émission spéciale vin du Jura à l'occasion de la percée du vin jaune le week-end dernier à Lons-le-Saunier. C'est l'événement de l'année dans les vins du Jura. Je voulais savoir un petit peu les particularismes régionaux et l'histoire assez particulière aussi de ces vins du Jura et du vignoble du Jura. Alors je suis allé demander à la directrice du comité interprofessionnel des vins du Jura. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Marine Couturier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors Marine, je le disais, vous êtes la jeune et toute nouvelle directrice du CIVJ, le comité interprofessionnel des vins du Jura. Autrement dit, l'interprofession. Ça recouvre quoi ? Alors l'interprofession, en fait, c'est la structure qui regroupe collectivement, pour partir sur l'idée, qui regroupe les professionnels de la filière vitivinicole. Ça veut dire les négoces, ça veut dire les vignerons, et ça veut dire également tous les acteurs qui circulent autour de cette filière. Alors c'est intéressant que vous disiez vitivinicole, parce que en France, il y a une confusion, mais qui est parce que généralement ça se fond en un seul métier entre viticulteurs et vignerons. Viticulteurs, c'est ceux qui travaillent la vigne. Vignerons, c'est ceux qui font du vin. Et souvent, parce que c'est une région où il y a des fruitières, c'est-à-dire des coopératives, souvent les viticulteurs ne vinifient pas et apportent à des coopératives. Ah oui, c'est exactement ça. Et nous, on est fortement attachés à l'esprit coopératif. C'est pour ça que il me tient particulièrement à cœur de le préciser. Alors, les viticulteurs, parlons directement de ce qui peut blesser un petit peu. On va faire un petit état des lieux des vins dans le Jura et de la vigne. Évidemment, un impact très fort des changements climatiques, parce que le Jura est une région qui, sur le plan climatique, est rude. C'est-à-dire, la chaleur est chaude et le froid est plus froid qu'ailleurs. Et donc, ça impose des conditions climatiques avec lesquelles les vignerons qui ont beaucoup de talent, enfin les viticulteurs, jonglent année après année.
C'est vraiment parce qu'on aime le vin, qu'on aime travailler la terre, et qu'on fait des vins excellents, que on se donne les moyens de faire du vin, parce qu'effectivement, on est sur un vignoble, on est sur un territoire qui est particulièrement difficile à travailler, tant en termes de relief qu'en termes de climat. Le plus petit des grands vignobles, comme on aime à dire, c'est un vignoble rude. Et faire du vin, il est particulièrement rude, et ça fait plusieurs années qu'hélas, on subit des aléas climatiques qui impactent les volumes de production. Donc, de ce côté-ci, en termes de volume, en termes de rendement, hélas, nous ne pouvons pas aujourd'hui être extrêmement enthousiastes et positifs. Maintenant, en termes de qualité et en termes de commercialisation, en termes de bilan des ventes, de ce côté-ci, on n'a absolument pas à rougir. On se porte plutôt très très bien. Les vins du Jura s'en portent bien. Parlons de la vigne. Le froid n'a jamais été un problème, hein, parce que le froid, il arrive en hiver. C'est, on le sait, une habitude. D'ailleurs, il y a eu encore des records de froid du côté de Mout, qui est toujours la capitale du froid en France, dans le département du Jura cet hiver. Mais ça, on y est habitué, et c'est un moment où la vigne se repose. Non, le problème, c'est plutôt les intersaisons. C'est-à-dire les gels tardifs, comme beaucoup de viticulteurs, mais particulièrement en moyenne montagne ici, et peut-être aussi les pluies de fin de saison au moment des récoltes, et peut-être plus qu'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que une région de caractère comme le Jura, le climat aussi, ça a le caractère plus qu'ailleurs? Ah oui, franchement, c'est vrai que on n'a pas, nous, aujourd'hui, à se plaindre d'hivers rudes. Nos hivers rudes, au contraire, on peut y trouver un certain nombre de bénéfices. Hélas, sauf quelques exceptions près, on a des hivers peut-être un petit peu moins rudes qu'auparavant. Au-delà de ça, on s'y fait. Ce sont vraiment ces gelées tardives qui nous coûtent énormément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu voilà, il y a eu débourrement. Le débourement est arrivé un petit peu trop tôt. La gelée, elle. Le débourement, c'est le moment où la vigne se réveille, hein, où le premier bourgeon. Tout à fait. Donc, le débourement est arrivé un petit peu tôt parce que l'hiver a été clément. La gelée arrive un petit peu trop tard, ce qui fait que notre vigne qui se portait très bien, du coup, en subit l'impact. Et derrière, ça a forcément un impact énorme sur notre rendement. Alors, je le répète, hein, c'est un peu le lot de tous les vignerons de France, mais ici, le climat est plus marqué, on va dire, par l'aérologie, hein, parce que les vents ne sont pas tendres, par l'altitude, par le fait d'être en position à l'est et dans des couloirs venteux. Donc, c'est vrai que c'est une région qui est rude et qui forme les hommes et les femmes qui vivent ici, mais aussi les vins qui sont du coup des vins de caractère. Alors parlons de ces vins. Comment se porte le marché des vins du Jura par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans? On en est où dans le Jura? Alors, on se porte plutôt bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas à rougir, on s'estime assez chanceux. Le marché général du vin, aujourd'hui, il connaît quelques difficultés par rapport à nos voisins et néanmoins amis des autres vignobles et même des vignobles plus éloignés du Jura. Très franchement, aujourd'hui, on n'a pas trop à se plaindre. C'est-à-dire que notre bilan de commercialisation est positif. On compte au cours des 6 derniers mois, on est à plus 7% en termes de vente. En fait, la grande difficulté, elle est qu'aujourd'hui, on a une demande qui est trop forte par rapport à notre production. Une fois encore, plus petit des grands vignobles, ça veut tout dire. On a un petit vignoble qui subit des aléas forts. Du coup, notre production n'est pas à la hauteur en termes de quantité. Et à contrario, on a une notoriété, on a une attraction énorme, ce qui fait que, de facto, on se retrouve avec une demande plus forte que l'offre. Aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que des vins qui ont une typicité qui les fait reconnaître et apprécier, donc de ce point de vue-là, du point de vue commercial, tout va bien. En revanche, si je comprends bien, trop petits vignobles pour pouvoir servir la demande, et peut-être aussi trop petites propriétés, trop morcelées. Je pense qu'on est riche de la diversité de l'organisation parcellaire là-dessus. Non, je pense pas que ce soit un problème.
Non, c'est le chiffre global, c'est la production globale. Oui, c'est la production globale. Après, très franchement, ça correspond bien à l'état d'esprit jurassien, qui est assez dans l'humilité, dans le pour vivre heureux, vivons cachés. Et puis, ça correspond aussi à ce qui a été une méthode marketing pendant très longtemps, que de rester dans la confidentialité. Donc aujourd'hui, on ne se plaint pas de ce ratio, de la différence entre production et vente. On est surtout très fiers de voir nos vins rayonner et surtout d'avoir cette variété entre notre vin jaune qui est notre joyau, qui est notre trésor, mais aussi notre crément du Jura qui fête ses 30 ans et qui lui booste les ventes, et puis ensuite des rouges très 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 frais qui correspondent aux attentes de consommateurs actuels. Voilà. Aujourd'hui, on ne se plaint pas de ces difficultés-là, on sait surtout la richesse de la diversité de nos propositions. Alors, je le rappelle, vous êtes la directrice de l'interprofession, donc vous les connaissez tous, vous les touchez tous, vous les maternez un petit peu parce qu'ils ont besoin souvent d'être en rapport avec le monde. On travaille parfois un peu le nez dans le guidon quand on est un vigneron, surtout sur des appellations un peu méconnues. Aujourd'hui, le vignoble jurassien apparaît dans cette région Bourgogne-Franche-Comté comme la pépite. Parfois la bonne affaire, j'ai envie de dire aussi, de vignerons qui sont peut-être moins intéressés par l'âme et la culture de la région, enfin de cette région du département du Jura, que des vues plus commerciales, on va dire. On a l'impression que le vignoble est un petit peu pillé, en tout cas racheté à bon compte par des vignerons d'autres régions. Comment est-ce qu'on se défend contre ça ? On se défend par la structure collective. C'est vrai que depuis quelque temps, le vignoble du Jura subit un certain nombre de soubresauts, puisque les coûts sont... Des OPA non amicales, on pourrait dire, si on était dans un langage de grande société. Voilà, quelques-unes amicales aussi, on le dira. Non, on reste extrêmement vigilant. C'est vrai que ça nous est entre guillemets tombé dessus. On n'a pas forcément répondu. On voit que ça se répète, donc on fait bloc. On fait bloc, et c'est la force de l'interprofession que de réunir négoces, vignerons, et de discuter avec les institutionnels, avec les organismes bancaires pour dire il est important aujourd'hui, sans être dans les inimitiés, mais de garder quand même cet état d'esprit, cette convivialité, ce savoir-être jurassien. Autrement dit, c'est difficile de résister quand on en est à vouloir transmettre son domaine, quand on a plusieurs enfants, a fortiori qui ne sont pas forcément vignerons. On peut comprendre l'appel des sirènes de grandes régions voisines à vendre son domaine ou à le céder en tout cas. On le disait, la vigne dans le Jura n'est pas forcément facile à travailler. C'est vrai qu'on comprend qu'aujourd'hui, la transmission soit peut-être un peu plus compliquée pour certains domaines. Pour autant, voilà, en faisant bloc, en étant sur de la structure collective, et c'est tout l'intérêt de ce rapprochement entre le comité interprofessionnel des vins du Jura et de la société de viticulture du Jura que je dirige également. Voilà, on travaille étroitement à l'accompagnement, à la défense des AOC bien évidemment, mais aussi défense de la personne même du vigneron. Ça nous semble extrêmement important. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Voilà, vous l'avez compris, le vigneron est au cœur du dispositif dans ce Jura, comme dans beaucoup de régions viticoles, mais ici en particulier, où, comme Marine l'expliquait, le système coopératif est très ancien et fonctionne bien. Allez, on se quitte 2 minutes et on va aller interroger le président de cette percée du vin jaune. Ah, c'est quelqu'un. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. J'étais dimanche dernier à la percée du vin jaune à Lons-le-Saunier, chef-lieu du Jura. C'est la fête du vin jaune et des vins du Jura. Ça tourne chaque année entre différentes communes et chaque année, un président, un parrain de cette percée du vin jaune. Je l'ai retrouvé dans une salle un peu tranquille, c'était pas facile. C'est Victor Février. J'ai été lui tendre le micro. Sud Radio, Ferniaud fait le marché.
Je suis avec Victor Février. Bonjour Victor. Bonjour. On est à Lens-le-Saunier qui accueille cette année la percée du vin jaune, qui est le moment où on met en perce, c'est-à-dire où on va ouvrir les tonneaux de ce vin jaune qui est resté en fût plus de 6 ans et quelques mois, 3 mois je crois. 6 ans et 3 mois, oui, exactement. Et vous êtes, vous, Victor, le parrain, le président en fait de cette percée. Qu'est-ce que c'est? Expliquez pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la percée du vin jaune? Alors, la percée, à l'origine, elle a été créée pour promouvoir un vin magnifique, le vin jaune. Et depuis, la tradition s'est perdurée dans le temps. Aujourd'hui, on en a la 27e édition, la 3e édition à Lens, après 2006 et 2007. Donc, on revient en 2026 à Lens. Et la percée du vin jaune, c'est des vignerons qui vous accueillent pour vous faire déguster leur vin. Vous avez également une dizaine d'associations qui vont vous restaurer durant la journée, des exposants qui vont vous faire présenter leurs produits régionaux et aussi une centaine d'artistes qui vont déambuler dans les rues pour animer la ville. Comment est-ce qu'on vous a choisi? Pour quelles raisons avez-vous été choisi pour présider cette percée du vin jaune? Eh ben, il fallait un vigneron qui la représente et qui soit dans l'aire d'appellation des Côtes du Jura, on va dire. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Bastien Beau, qui lui est président de l'association. Donc on a échangé longuement pendant quelques heures et au final, à la fin, j'ai décidé d'accepter le défi que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Voilà, ça a été une année exceptionnelle de travail, hein, bien sûr, mais aussi de rencontres. Et puis tous ces moments vécus ce matin sur le podium, c'était très émouvant. Ouais. Il faut dire que vous avez une double casquette, Victor. Vous êtes à la fois vigneron sur une petite parcelle qui se trouve dans le cru L'Étoile, qui est un des côtes du Jura célèbres, et vous êtes aussi caviste. Vous travaillez au caveau des Biards. Racontez-nous vos deux activités. Voilà, donc j'ai commencé il y a 9 ans en tant que caviste au caveau des Biards. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de reprendre une parcelle familiale qui se trouve dans l'appellation L'Étoile, donc une parcelle de 40 arts en chardonnay, que j'amène aussi au caveau des Biards. Donc, ce qui fait que j'ai la double casquette de caviste et aussi de vigneron. Et je suis présent au conseil d'administration en tant que vice-président du caveau des Biards maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire « j'apporte au caveau des Biards » ? Parce que dans l'imagerie de tous ceux qui nous écoutent, ils disent le caveau, c'est un endroit un peu enterré où on vient goûter des vins. Non, le caveau des Biards, c'est pas ça. Voilà, le caveau des Biards, si vous voulez, c'est une des 4 fruitières du Jura. Fruitière, alors c'est le nom des coopératives, en quelque sorte. Voilà, c'est une fruitière, c'est une coopérative, ouais, c'est où on apporte le fruit de sa récolte. Donc le caveau des Biards, c'est une fruitière où c'est des vignerons qui leur amènent leurs raisins, des vignerons qui sont adhérents à la fruitière et qui amènent leurs raisins. Ils sont juste vignerons et après, nous, on s'occupe de la vinification, de la commercialisation et de tout le reste du travail sur le vin. Ça veut dire que les différents apportants ont leurs raisins mis en commun dans un vin qui sort sous la marque Caveau des Biards. Voilà, tous les vins sont vinifiés ensemble selon les appellations, selon les cépages. Bien sûr, les parcelles, quoi. Voilà, on mélange pas non plus du rouge et du blanc. Mais voilà, on mélange tous les appellations et les vignerons ensemble. Et donc, on vend sous le nom Caveau des Biards. C'est tout vendu sous le nom de la fruitière. Alors, votre travail au Caveau des Biards, c'est quoi? Eh ben, c'est caviste. Une fois que le raisin est apporté à la récolte, on doit s'occuper de tout le reste, de la vinification, à l'élevage, à l'étiquetage, à la mise en bouteille et à la commercialisation. Oui, parce que quand vous avez dit caviste tout à l'heure, tout le monde a dû se dire c'est un gars, il a un bar à vin où il vend des bouteilles. Non, vous élaborez. Ouais, c'est vraiment un rôle d'élaborateur, hein, du début à la fin de la commercialisation. Alors vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans. Et ça fait 9 ans déjà que vous êtes au caveau. Ça fait 9 ans que je suis au caveau des Biards, exactement. Ça passe vite. Et à 20 ans, quand vous avez commencé, vous aviez fait quoi avant? On va dire que je sortais quasiment de l'école. Voilà, j'ai fini mes études sur le mois de juin-juillet. Où ça? À Beaune, lycée viticole de Beaune. Ouais. J'avais fait une saison de vendange à la cave des Hautes-Côtes à Beaune jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, j'ai trouvé le travail au caveau des Biards en janvier. Alors, est-ce que vous êtes d'une famille de la viticulture? Alors, à moitié. Ah, à moitié, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Parce que je suis né dans le Haut-Doubs, donc je suis plus, j'ai un côté paternel très horloger, on va dire. Mais ma mère elle a toujours grandi et vécu dans le Jura, donc autour des vignes de l'Étoile, qui sont des vignes de sa famille. Donc forcément, j'ai une racine très ancrée dans la viticulture jurassienne. Alors, vous avez un pied dans le cochon et un pied dans le vin.
Dans l'horlogerie et dans le vin, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, Victor, à 29 ans, vous êtes un des plus jeunes, en définitive, à être président de cette percée du vin jaune. Qu'est-ce que vous avez ressenti ici à Lons-le-Saunier? Parce que une ferveur énorme au moment on va dire, de l'intronisation, au moment du défilé, au moment de la percée, puisqu'on va mettre ce tonneau en Perse, tout le monde va venir déguster. Vous attendiez à ça? J'avais pas voulu trop imaginer comment se passerait cette matinée de cérémonie, parce que, enfin, pour pas être déçu en bien ou en mal, enfin, forcément. Mais c'est vrai que déjà dans le cortège, on voyait qu'on avait du mal à avancer, il y avait une foule énorme. Puis alors l'arrivée sur le podium, on a vu toute cette foule qui s'étendait du podium sur toute la place de la Liberté. C'est franchement magnifique. En plus, avec le soleil qui était là alors qu'il n'était pas prévu, c'était encore plus beau. Tout le monde vous alpague, évidemment. Hein. Vous êtes, bah oui, bien sûr, vous êtes la tête pensante et agissante de cette percée du vin jaune. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens? Bah, les gens, simplement, ils nous disent merci d'être venus cette année parce qu'après un an d'absence, on a senti que le public était impatient de revenir sur cette édition. Donc, on est très content de pouvoir leur offrir ça et de pouvoir repartir déjà dès l'année prochaine sur un cycle annuel. Ah oui, vous pouvez nous l'annoncer. Il n'y aura plus de trous dans la percée. Alors, si tout va bien, il n'y aura plus de trous. Ce qui est sûr, c'est qu'on repart l'année prochaine. Donc, on sera dans le village d'Arlay en 2027. Qui est un beau cru également, avec le château d'Arlay, qui est une propriété bien connue. Comment se porte, vous le voyez à travers votre activité, comment se porte le vin jaune? Est-ce que, j'imagine, vous avez des clients dans le monde entier? C'est un vin qui est prisé par des gens auxquels on ne s'attendrait pas, qui ne sont pas forcément de la culture du vin du Jura. Oui, forcément. Alors, on va parler du vin jaune, mais comme tous les vins du Jura en règle générale, hein, on a un vignoble qui est très à la mode. On le voit bien que maintenant, on a une clientèle qui est au-delà de la région, même nationale et internationale. Nos vins, ils plaisent beaucoup dans tout ce qui est pays scandinaves, la Belgique, en Angleterre et aussi dans les pays asiatiques. Maintenant, on a beaucoup de cuisiniers qui font des belles recettes et qui nous font amener ces vins dans ces pays-là. Donc, c'est un vrai plus pour nous. C'est marrant parce que, je dirais presque automatiquement, je vous pose la question sur la consommation du vin jaune et vous me parlez cuisine. Est-ce que la cuisine est une entrée pour tous ceux qui sont peut-être un peu déroutés par le côté oxydation maîtrisée des vins jaunes qui sont si particuliers? Forcément que si on commence par goûter du vin jaune comme ça, brut, à table, on peut être déçu de sa puissance et de ses arômes. Mais très bien accompagné, par chez nous, on a la volaille de Bresse, la crème, les morilles, le comté. Donc si on accompagne le vin jaune avec tous ces produits-là, forcément que ça sera beaucoup plus apprécié par ces gens. Victor Février, est-ce que vous êtes au courant? Parce que moi, on ne me l'avait pas dit. Une fois qu'on a été, je dirais, en charge et qu'on a supervisé cette percée du vin jaune, on est presque obligé d'y revenir à chaque fois toute sa vie. Hein. Donc, on en prend pour un bail. Voilà, j'en ai déjà pas loupé beaucoup en tant que visiteur, mais cette fois que je suis dans l'organisation, j'ai très envie d'y rester. Forcément, il y a une très très bonne équipe au sein du conseil d'administration. Donc forcément que je serai là l'année prochaine pour Arlay et j'espère pour les suivantes. À l'année prochaine à Arlay alors. Avec grand plaisir, à l'année prochaine. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bon, en attendant Arlay, l'année prochaine, où j'espère vous nous rejoindrez, on va un petit peu parler cuisine, parce qu'on l'a effleuré avec Victor Février, et la cuisine au vin jaune, c'est un bon moyen d'accès pour aimer le vin jaune et les vins du Jura. Allez, à tout de suite après ça. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bien, mes amis, après cette émission extrêmement liquide, entièrement dédiée au vin jaune et au vin du Jura, il fallait un petit peu de solide quand même, parce qu'il commence à faire faim quand arrive la fin de l'émission. Alors, comme nos invités avaient l'air de dire que le meilleur moyen d'entrer en jeu avec le vin jaune, c'est de le manger dans la cuisine jurassienne, on va parler cuisine jurassienne. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. J'ai la chance inouïe d'avoir un duo de choc ce matin à l'antenne, puisque j'ai avec moi Romuald Fassenet, qui est chef restaurateur, meilleur ouvrier de France, cuisinier au château de Montjoly, à côté de Dole. Bonjour Romuald.
Bonjour Vincent. Et j'oublie, président de l'équipe de France des Bocuse d'Or, ce qui est la Team France, c'est quand même pas rien. Hein. Et surtout, on pourra en dire un mot tout à l'heure, juste à la fin. Et avec vous, Romuald, j'ai aussi un personnage de prime importance ce matin. C'est Laurette Fassenet, votre fille. Bonjour Laurette. Bonjour Vincent. En direct de l'Institut. Vous êtes chez Life, c'est ça, à Lyon ? Oui, c'est ça. Life lance, enfin le nom ancien c'était l'Institut Paul Bocuse pour que les gens se situent un petit peu. Et alors, je vous ai demandé d'être avec nous, Laurette, ce matin parce que la fierté du papa, je l'entends déjà à travers le casque. Figurez-vous que cet événement dont on parle dimanche dernier et samedi et dimanche dernier, la percée du vin jaune à Lons-le-Saunier, il y a toujours un concours de cuisine. Alors généralement autour des produits évidemment jurassiens. Et là, qui c'est la gagnante ? Eh ben c'est Laurette. Incroyable. Laurette, bravo d'abord, félicitations, hein. Magnifique d'avoir remporté. Ah, vous avez quel âge, Laurette ? J'ai 21 ans. Dans la fin du mois, j'ai 22 ans. Ah, c'est dingue, c'est génial hein, de pouvoir démarrer déjà au top dans le concours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez préparé lors de ce concours de cuisine de la semaine dernière ? Alors oui, j'avais un thème imposé qui était la volaille de Brest. Ouais, bon, jusque-là tout va bien. Oui. Voilà. Avec les cuisses en ragoût. Oui. Un gratin dauphinois revisité. Ah, il fallait le revisiter. Ah oui, oui. Faut que ça soit un gratin comtois ou quoi ? Eh ben, j'ai voulu un peu mixer les choses. J'ai un peu voulu mixer. Un peu gratin comtois et un peu dauphinois. Ah bah génial. Pourquoi, il y avait du comté dedans ou bien ? Ah oui. Ouais, on s'en doute un peu. Et est-ce que dans Morteau, et de la Morteau. Bon bah et de la Morteau, ah oui. On savait où on était comme ça. Et Laurette, ce concours qui porte le nom de Jeunet, du père de Jean-Paul Jeunet, c'est un. Est-ce qu'évidemment dans cet événement de la percée, il faut qu'il y entre les vins du Jura et particulièrement le vin jaune ? Oui. Oui, bah oui. Ouais. Hein. Donc, c'est le territoire jurassien. Il fallait qu'il soit là, le vin jaune. Hein. C'était non négociable. Hein. Et je suppose. Et en plus, Romuald, le président de ce concours était un des candidats de la dernière sélection française du Bocuse d'Or. Qui a fait second, qui est arrivé deuxième, je crois. Oui, on arrive à embarquer un petit peu tous nos chefs, nos amis du coin, et c'est beau parce que ils s'engagent. Et Vivien Zanzoni, qui est à la tête du Grappieux à Pupillin, a magnifiquement concouru et a fini deuxième à la dernière sélection. Et c'était lui le parrain, le président du concours. Donc effectivement, c'était beau à se revoir et ça montre toute cette ambiance, cet engouement, cette envie des chefs. Dès qu'ils mettent le pied dans les concours, ils s'arrêtent plus, quoi, finalement. Bon, en même temps, elle a pas trop de mérite, Laurette, parce qu'elle est quand même née, le nez dans les casseroles, de ce point de vue-là, et puis dans des casseroles où il y a du vin jaune, à mon avis, Laurette, franchement. J'étais nourrie au biberon avec le vin jaune. Oui, ça fonctionne pas trop mal. Alors, justement, Romuald Fassenet, lorsque on en parle autour de nous, inutile de vous dire, et vous le savez, moi je suis un grand amateur, même fan de vin jaune, mais c'est jamais facile pour des gens dont ce n'est pas la culture de faire apprécier. C'est aussi le boulot des meilleurs cuisiniers jurassiens que d'arriver à le faire passer par leur cuisine. Oui, effectivement, c'est un vin qui est premier abord assez difficile déjà à déguster. Il faut l'expliquer, il faut le comprendre. Mais alors en cuisine, il est absolument incroyable parce que tous les chefs l'utilisent, tous les chefs s'en servent. Ça magnifie les sauces et en même temps, c'est un vin qui est facile à garder dans son frigo. On ouvre une bouteille. Tous les jurassiens ont un petit bout de verre. Ça tient, c'est oxydé, donc ça va. Ça fonctionne et ça tient la route puisque pendant 6 ans il a été enfermé, donc il peut attendre quelques jours avant d'être consommé, quoi. Voilà, dès qu'il est ouvert. Et il a besoin. Mais dans la cuisine, effectivement, c'est plus facile à le comprendre que souvent de le déguster. Et c'est comme ça qu'on peut l'amener à table plus facilement. Et dans beaucoup de choses, dans beaucoup de préparations, pas rien que les plats ou les fromages, les crustacés, les coquillages, les épices.
Ah oui, C'est tellement complexe. Même les desserts, bah oui, la pomme, le curry, la noisette. Il n'y a pas de limite, il y a pas de limite avec le vin jaune. La limite, c'est peut-être le prix, parce que c'est un vin qui est relativement onéreux pour les foyers quand même. Oui, effectivement, une petite bouteille en plus de 62 centilitres, on connaît la raison. Oui. Clavelin. Mais il enfin, faut on penser connaît. au Savagnin. Nous, on le connaît, mais je vais le dire. C'est parce que 62 centilitres, c'est ce qui reste après 6 ans de fût à partir d'un litre de vin. Voilà, globalement, Oui, c'est le calcul. 6 ans et 3 mois, voilà, c'est ça exactement. Et c'est la part des anges. Donc effectivement, 62 centilitres, on se dit, oh là là, ça fait pas beaucoup. Si on en met un litre dans la casserole, il reste il y en a déjà passé. Mais j'allais dire, quelques gouttes suffisent pour parfumer un plat. Pour le magnifier, et souvent en cuisine on utilise le Savagnin, qui est le même cépage, qui n'a pas besoin de en Côte du Jura, mois, par exemple. Oui, tout à fait. Et le vin jaune ou le Château Chalon vient terminer en apothéose la cuisine, et comme ça il nous en reste un petit peu pour accompagner le plat, bien évidemment. Évidemment. Laurette, un dernier mot, je vous libère parce que je sais que vous avez du boulot, même le dimanche ça travaille en cuisine. Laurette, à Lyon, où il y a beaucoup évidemment de cet esprit de la cuisine lyonnaise et des alentours, vous arrivez quand même à leur faire boire du vin jaune, à leur faire goûter du vin jaune à tous vos camarades? Ah bien sûr, je ne fais que ça. Elle est ambassadrice de son terroir. Elle ne vend que du vin jaune. Que du vin jaune. Et vous n'allez pas au pot de fin d'année s'il n'y en a pas sur le buffet, c'est ça? Je le ramène. Ah bah voilà. Bah oui, d'autant que je crois savoir que votre tante, elle est vigneronne, non? Oui. Oui, effectivement. Alors, je vais en terminer avec vous, Romuald, parce que vous parliez de tous les accords avec le vin jaune qui sont possibles de faire. Vous me parliez de crustacés, de coquillages, de poissons. Moi, j'avoue, peut-être on peut donner cette piste à ceux qui sont intéressés. Vous savez, dans la cuisine traditionnelle française, on se sert souvent de vermouth blanc pour des fonds de sauce de crustacés, de homard ou des poissons blancs. Moi, j'ai complètement troqué les vermouths pour le vin jaune, par exemple. Oui, effectivement, mais ce que vous parlez là, c'est tout ce qui est velouté, les sauces veloutées, de poisson comme de volaille, comme de viande blanche. Eh ben, au lieu de terminer avec du noilly ou avec... Ah, moi, j'avais pas dit la marque, j'ai dit vermouth blanc. Ah, pardon, vermouth blanc. Non, mais c'est bon, on a compris. C'était le noilly qui est... Ouais. Et ben, un verre de vin jaune, effectivement, ça va vous changer la vie, tout simplement. La nourriture de base du Jurassien, d'ailleurs moi c'est ce que demandent mes filles chaque fois qu'il y a une fête à la maison, c'est ce fameux poulet au vin jaune et aux morilles. Est-ce que je peux vous demander, vous m'enverrez la recette pour qu'on la mette sur le site de Sud Radio pour les auditeurs? Bien volontiers, parce que c'est un plat qui est familial, qui plaît, qui est gourmand, qui rassemble, et puis qu'on sauce, quoi. Voilà, des plats qui demandent à saucer. Et quand ça sauce, c'est qu'il y a, et ce goût de vin jaune, de champignons, de volaille, tout s'accorde dessus, traite tellement bien. Ah ça réunit les foules, Là, oui, on a la Bresse pas très loin avec la crème de Bresse. Nous, on rajoute un petit coup de vin jaune dedans, bien évidemment, qu'on cuit la volaille avec ce vin blanc, et ça parfume tellement que on y revient à chaque fois, forcément. Mais... C'est bien que les Bressans sont amoureux du Jura, on le sait. J'ai une petite anecdote, Vincent, à l'instant. Il y a quelques minutes, il y a Julien Roucheteau qui est dans le sud, l'ami Julien qui m'appelle, il me dit, dis donc, je voudrais cuisiner du vin jaune, je vais faire un plat avec des morilles. Je lui dis voilà, ça marche, parce qu'à force de leur répéter qu'il faut mettre du vin jaune dans leur cuisine, ça y est, voilà, les chefs, ils sont contaminés. J'allais dire encore un, et je voulais lui faire un petit coucou parce que il m'a appelé il y a 10 minutes, et je trouve que c'est génial, super chef, générosité, et oui, super chef en plus, et du coup cette notion du vin jaune dans la cuisine, c'est effectivement... C'est le goût de cuisiner à la jurassienne, quoi.
hein, franchement. Ouais, puis le parfum, on le retient, on s'en rappelle. Ah, puis ça plaît à tout le monde, hein. Franchement. On parlait des compétitions, ça rassemble. Ce goût, il est tellement particulier et tellement complexe en même temps que voilà, on arrive à magnifier des préparations et ça reste nous forcément notre ligne de conduite tous les jours en cuisine dans le Jura, quoi. Romuald, moi aussi j'ai un petit coucou à passer puisque la semaine dernière j'étais à la Percée du vin jaune et vous savez que on parlait de volaille de Bresse, il y a Valérie Miral qui est une des grandes têtes pensantes de la volaille de Bresse qui est à sa maison à Neuvy-sur-Seille, juste en dessous de Château-Chalon. Donc je suis allé dîner avec lui. Donc pour dire que les Bressans ils seraient perdus sans le Jura. Oui. Ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, hein, aussi. On lui fait un petit coucou à Valérie parce que il adore les vins du Jura. Ça c'est sûr, c'est sûr. C'est le plus beau des mariages, la volaille de Bresse, le vin jaune. Allez, je vous remercie tous les deux. Merci Laurette que je vais laisser retourner en cuisine on va suivre l'aventure culinaire de Laurette Fassenet, hein, parce qu'à mon avis c'est pas terminé hein, quand on gagne ce concours-là pour démarrer. Et puis mon cher Romuald, nous on se retrouvera à Marseille pour la sélection européenne du Bocuse d'Or, hein, puisque je rappelle que vous êtes le président de la Team France qui joue ses chances avec Maxence Barufaldi du campus de Groisy. Voilà mes amis, l'émission se termine bien malheureusement. Moi je pourrais en parler carrément 10 heures de suite du vin jaune. Ça m'a ouvert l'appétit. Je vais avoir du mal à pas aller à la cave en chercher un petit clavelin pour boire un tout petit verre avec grande modération, mais une bonne poignée de noix, un morceau de vieux comté et le bonheur est assuré. Voilà, je vous laisse en compagnie dans quelques secondes des informations de 11h et puis derrière vous retrouverez l'ami Jean-Marie Bordry, et oui, pour son rendez-vous du dimanche. Je sais que vous aurez de l'appétit, mais vous allez pouvoir attendre quand même l'heure du déjeuner tranquillement, surtout si vous avez de quoi faire dans le frigo. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, voyez la vie en jaune. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.